Tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter une bonne année 2024, puisqu'on est encore en début d'année et qu'on est encore au mois de janvier et que les vœux se souhaitent à cette période-là. Je vous souhaite la santé et les meilleurs pour vous et vos proches. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous n'avez pas eu pendant quelques secondes la précision par François concernant la connexion n'est d'un lien que de 40 minutes. Au bout de 40 minutes, ce lien va s'arrêter. Vous n'avez qu'à recliquer dessus pour pouvoir rentrer dans la conversation, dans le groupe. Pas de problème, vous recliquez, donc conservez bien le lien à côté de vous pour pouvoir le retrouver facilement et vous reconnecter. Pour les modalités techniques. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui comment répondre à un appel à projet FEDER. Vous savez que effectivement la programmation 21-27 est en cours là, de programmation. On est encore au tout début. On fera un focus FEDER aujourd'hui et on fera la prochaine fois, enfin dans quelques semaines, comment répondre à un appel FSE qui sont en cours de finalisation également. Alors, je suis donc Chantal Dagneau, la responsable du pôle animation au GIP Europe à Mayotte. Et notre pôle animation a pour responsabilité justement d'être en appui aux porteurs de projets pour vous permettre d'anticiper au mieux et au plus vite les potentialités de financement, effectivement via le FEDER et le FSE. Le GIP Europe à Mayotte, c'est la gestion du FEDER et du FSE pour la programmation 21-27 en sachant que l'Interreg est désormais géré par le conseil départemental, le FEADER par la DAF et le FEAMP, tout ce qui relève des affaires maritimes, par le secrétariat de la mer. Donc, le GIP, c'est uniquement FEDER et FSE pour ces 5 prochaines années, aujourd'hui et à ce stade. Alors, l'idée, c'est de pouvoir comprendre si, vous êtes éligible selon notre lecture et le paramétrage, en fait, du FEDER et du FSE. Et dès lors que vous êtes, qu'est-ce qu'on attend? Comment est composé aujourd'hui les appels à projets? Comment ils sont structurés? Il faut que vous sachiez que notre pôle animation, nous faisons partie de ceux qui rédigent effectivement ces appels à projets. Donc, l'idée, c'est de ce matin de vous décrypter un petit peu comment ça se traduit, quel c'est l'arrière-plan et quels sont les points que vous pouvez améliorer pour avoir des dossiers de bonne qualité et qui passent au moins la fourche codine des étapes d'éligibilité. Si vous avez des questions, vous les écrivez, s'il vous plaît, dans la zone de discussion et François gérera la récolte de vos questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans la zone Zoom. Alors, maintenant que j'ai abordé ce sujet-là, euh, je souhaiterais maintenant rentrer dans le vif du sujet par rapport au FEDER. Alors, je vais partager mon écran avec vous en espérant que cela fonctionne, pour qu'on puisse voir ensemble effectivement les différentes informations. J'espère que vous voyez. Si vous ne voyez pas, merci de l'écrire dans la zone de discussion. Mais si vous voyez, je vous propose donc qu'on puisse voir quelle est la vie de projet dans le cadre d'un appel à projet FEDER. Alors, le FEDER finance, vous le savez, je le rappelle, essentiellement les projets liés aux investissements d'infrastructures, d'équipements. Sur à peu près, c'est décliné, le programme opérationnel du FEDER est décliné à travers 7 axes. Le premier axe qui relève du développement économique, on va en parler un peu plus ce matin, effectivement. Nous avons l'axe 2 qui concerne un peu plus la digitalisation, l'axe 3 qui concerne tout ce qui relève des ressources, biodiversité, développement durable, l'axe 4 qui relève la mobilité, l'axe 5 transport également, l'axe 6 tout ce qui relève de l'inclusion sociale au terme des investissements, et puis l'axe 7 qui relève d'un axe spécifique dédié pour l'aéroport. Donc voilà l'organisation en fait du FEDER sur le territoire à Mayotte. Et il y a 2 façons aujourd'hui de pouvoir obtenir du FEDER. C'est soit de répondre à un appel à projet, on va voir ce matin, ou effectivement certains axes, eux, ne relèvent pas des appels à projet, mais se déposent par guichet. Alors quand on a par guichet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de l'année, il n'y a pas de période particulière pour déposer votre dossier, il faut simplement le déposer quand vous êtes prêt.
quand le pôle animation a pu vous voir et évaluer avec vous que toutes les informations sont bonnes pour que vous puissiez déposer votre dossier directement sur la plateforme Synergie et que vous puissiez passer dans une instruction parallèle. Le choix de la façon dont vous déposez ne vous appartient pas, effectivement. Vous devez vous cantonner à ce qui est appliqué sur la fiche action qui vous concerne. Si dans la fiche action, sur l'axe sur lequel vous voulez positionner, vous voyez que les modalités de dépôt, c'est l'appel à projet, vous devez attendre l'ouverture de cet appel à projet, les périodes. Et si vous voyez que c'est marqué guichet dans dans les modalités d'attribution, alors là, il faut prendre contact avec nous. Alors, au sein du GIP, comment ça se passe? La vie d'un projet dans le cadre d'un appel à projet. Nous, vous voyez sur le côté, là, le service animation, vous préparez votre réponse, vous répondez à l'appel à projet. À la clôture de l'appel à projet, nous avons donc une procédure de présélection des dossiers. On prend tous les dossiers, ce qui est le cas aujourd'hui de ce qui s'est passé pour l'appel à projet sur le développement commercial des entreprises qui s'est terminé fin octobre. Nous sommes en procédure d'analyse des dossiers pour voir si toutes vos informations administratives sont bonnes, les informations de fond du dossier. Donc, il y a une matrice qui est remplie. Et ensuite, l'ensemble des dossiers qui ont candidaté à l'appel à projet est présenté dans le cadre d'un comité de présélection. On peut dire de sélection quelque part, mais en tout cas, l'ensemble des dossiers sont présentés à ce comité de sélection. Ce comité de sélection est composé de l'autorité de gestion des fonds européens à Mayotte, qui est aujourd'hui la préfecture, composé également du conseil départemental. Il y a ensuite la dette, la DRFIP, l'ADEME, et puis selon certaines thématiques, la DEAL également. Donc les organisations institutionnelles locales qui participent à ce comité de sélection. Le GIP, le pôle animation, en l'occurrence, présente l'ensemble des dossiers qui ont été présentés dans le cadre des appels à projets. Et en cours de discussion lors de ce comité de sélection, il y a effectivement une grille de notation que nous avons selon des paramètres qui apparaissent en cahier des charges. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de surprise pour vous. Vous savez sur quoi vous allez être noté. Et à partir du moment où le comité de sélection vous attribue une note, en fait de l'appel à projet, enfin avis favorable ou avis défavorable. Et si, et uniquement si vous recevez votre notification d'avis favorable au comité de sélection, on vous invite à saisir à nouveau, j'ai envie de dire, le dossier sur la plateforme Synergie. Uniquement les dossiers favorables déposent sur Synergie. Pour ceux qui n'ont pas obtenu d'avis favorable, il ne faut pas déposer de dossier sur Synergie. À partir du moment où vous déposez votre dossier sur Synergie, quand vous avez reçu votre notification favorable, nous devons, nous, Pôle Animation, vérifier une dernière fois que ce que vous avez saisi sur la plateforme est bien conforme à ce que vous nous aviez donné à l'époque lors du comité de sélection, parce que vous avez été retenu quand même sur des montants, vous avez donné des pièces. Il peut y avoir des petits ajustements, des petits réajustements qui peuvent avoir lieu sur des pièces qui manquaient, qui sont à donner. Mais au moment du dépôt sur la plateforme, ça va être relativement identique. On vérifie une dernière fois et nous faisons la passation, le service animation fait la passation au service instructeur. Et là, le processus d'instruction classique peut reprendre son cours au même titre que les dossiers qui sont déposés en guichet. Donc, appel à projet, vous avez une période pour déposer. Et ensuite, il y a un comité qui préfiltre quelque part les dossiers qui seront retenus, qui auront été des avis favorables, et uniquement ceux qui sont favorables déposent sur Synergie. Quand c'est par guichet, vous venez nous voir, nos services animation, on vous aide à bien relire et à être sûr que votre dossier est opérationnel et vous déposez directement sur Synergie. Dans tous les cas, nous avons la responsabilité de devoir remplir une maquette d'analyse de votre dossier que nous transmettons au service instruction. Donc désormais, aucun dossier non vu et validé, prévalidé par le pôle animation, euh, ne, euh, ne sera instruit s'il n'y a pas eu notre analyse au préalable. Donc, c'est important. N'hésitez pas, vous connaissez nos contacts normalement. Je vois des noms que je connais sur le site, donc vous savez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à nous envoyer un mail au pôle animation pour prendre rendez-vous avec nous et vous présenter vos dossiers. Donc voilà.
Ensuite, maintenant, je vous propose, donc une fois qu'on a vu effectivement ce fonctionnement global de la vie d'un appel à projet, le conventionnement, une fois que vous avez déposé, je rappelle également quand même le processus de votre dossier par la suite, une fois qu'il est déclaré en instruction. Une fois qu'il passe en instruction, le temps de le mettre en comité de programmation, qui est un deuxième comité qui est différent du nôtre, le comité de programmation à laquelle le pôle animation ne participe pas, simplement un comité technique, où là, il est décidé de manière définitive, oui, le montant sur lequel vous allez être conventionné. À l'issue de ce comité de convention, vous recevez ce comité de programmation, vous recevez votre convention signée, et c'est là qu'officiellement, finalement, les subventions européennes deviennent concrètes pour vous. Vous avez cette convention à la main, vous réalisez votre projet, puisque n'oubliez pas que le FEDER et le FSE, d'ailleurs, l'ensemble des fonds européens fonctionnent comme ça, c'est sur remboursement sur facture acquittée. Donc, tout ce parcours est long, mais en réalité, ce n'est pas encore fini. Vous devez mettre en œuvre votre projet, dépenser en conformité avec ce qui avait été signé et prévu dans la convention. Et à partir du moment où vous avez la convention, vous faites votre demande sur la plateforme à nouveau Synergie pour faire votre demande de paiement. Il y a tout un processus de contrôle. On vous verse l'argent sur le compte et il y a le processus d'archivage. Bon, ça, c'est des informations génériques que je prends la peine de rappeler malgré tout. Alors, pour les appels à projets, le calendrier qui est faux, enfin, qui s'ajuste au fur et à mesure, malheureusement, d'un certain nombre de contingences. Les dates varient et changent tout le temps. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, qu'il faut retenir, sur la priorité 1, qui relève de tout ce qu'on a dit du développement économique, notamment pour les entreprises, mais pas uniquement, oui, aussi pour les établissements publics, les centres de recherche notamment. Alors, on va faire un récapitulatif. L'appel à projet 1.1.1, qui relève des activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, enseignement, les centres de compétences, les centres de mise en réseau, tout ça. L'appel à projet est actuellement ouvert pour une période de 6 mois avec une clôture au 30 mai. Donc, tout porteur de projet aujourd'hui qui a un projet au titre, qui pense pouvoir répondre sur cette thématique-là, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous avons le droit de vous aiguiller avant de répondre à l'appel à projet, dont le dépôt, le délai, sera au 30 mai. Nous aurons un comité de sélection intermédiaire, je crois, en mars sur ce dossier. Donc, 1.1.1, on est bon. Actuellement ouvert. Le 1.2.1 et le 1.2.2, qui relèvent plutôt de la digitalisation et numérisation, 1 pour les entreprises et les collectivités et 2 pour la santé, les établissements de santé. Cet appel à projet va être publié courant février. Là, pareil pour une période de 6 mois. Donc, le 1.2, on attend pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert. Ça concerne moins essentiellement purement les entreprises. Le 1.3, l'ensemble des axes, le 1.3.1 est ouvert. Il se termine au 31 janvier. Il concerne essentiellement les infrastructures commerciales des PME, mais n'est pas ouvert aux PME, est ouvert aux établissements publics. Nous avons le 1.3.2 qui s'est terminé et la prochaine publication sur cet axe se fera courant 2024, mais pour l'instant, nous n'avons pas de date, mais il est fort à parier qu'il n'y aura rien avant le deuxième semestre 2024. Nous avons reçu un certain nombre de dossiers assez conséquents pour cette première période. Du coup, nous devons écouler déjà l'ensemble des instructions. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres appels à projets ouverts avant la rentrée 2024. Donc, c'est important que vous le sachiez. Et le 1.3.3 est actuellement ouvert, l'appel à projet est actuellement ouvert, avec un délai de réponse au 30 mai également. Euh, donc, l'ensemble des textes des appels à projets ouverts aujourd'hui est consultable sur notre site Internet. Et d'ailleurs, je vous invite à le consulter car il est tout neuf. Le site Internet a été tout refait, tout fraîchement refait la semaine dernière. Il est tout beau, vraiment très bien fait.
Il y aura d'ailleurs un atelier d'information, un webinaire qui va vous expliquer comment fonctionne ce nouveau site Internet, ce nouveau portail qui se veut très informatif, justement. Donc, suivez bien nos prochaines publications des ateliers, des webinaires d'information. En tout cas, vous avez à disposition le cahier des charges des appels à projets ouverts actuellement. Et donc, pour ceux, je répète, qui sont concernés plus essentiellement par les entreprises aujourd'hui, et si vous avez des projets d'investissement d'infrastructure, vous devez attendre la publication du prochain appel à projet qui ne se fera pas avant le deuxième semestre 2024. Le seul palliatif que l'on peut avoir par rapport à ça, c'est de faire des lettres d'incitativité. Contactez-nous si vous avez des questions à ce sujet pour que vous puissiez pré-bloquer l'éligibilité de vos dépenses. Alors, sur la priorité 2, effectivement, énergie renouvelable est en cours de finalisation de rédaction, de validation. Le texte est rédigé. Nous espérons une publication en février sur ce sujet-là. Le 2.4.1 et le 2.4.2 identiques. Nous espérons une publication peut-être à début mars. Je fais attention au timing. Dès que ça coupe, n'hésitez pas, ne paniquez pas. Je pense qu'il nous reste 8 minutes environ. Il reste 6 minutes. Dès que ça coupera, vous vous reconnecterez pour qu'on puisse en terminer et poursuivre. Alors, comment est organisé un appel à projet? Dans la première partie, vous avez simplement les éléments de contexte de l'appel à projet sur les orientations stratégiques à réaliser par rapport au PO, les aspects réglementaires. Bon, alors les aspects réglementaires, c'est très technique. Je ne suis pas sûre que vous passiez du temps dessus. Mais sur les orientations stratégiques, ça peut toujours être intéressant. En tout cas, la chose est certaine, prenez bien le temps de bien lire l'appel à projet parce qu'on y met quand même beaucoup d'informations assez pertinentes qui vous guident sur la façon de répondre à l'appel à projet. Après ce chapitre 1, dans notre appel à projet, il y a le deuxième chapitre où là, on vous donne toutes les informations sur comment doit être organisé votre projet. 1, la durée maximum, la durée sur laquelle on s'attend de votre projet. Les projets ne doivent pas dépasser normalement 36 mois ou 48 mois. Ensuite, le contenu attendu de votre projet, c'est-à-dire les types d'actions sur lesquelles on peut s'attendre, puisque rappelez-vous, comme on le voit dans le tableau, il y a des axes, hein, c'est découpé sous forme d'axes, et en fait, ces axes, ils ont des objectifs très précis à atteindre. Donc, du coup, on vous décrit, par rapport à cet axe-là, qu'est-ce qui est attendu globalement. Et c'est à vous à confronter si votre projet y répond ou pas. Ensuite, on va vous indiquer les critères d'éligibilité, le territoire éligible. Attention, ce n'est que sur Mayotte. Tous les projets de coopération, ce n'est pas joué. Est-ce que, je réponds à la question tout de suite avant que je vois, est-ce que la projet 1.3.1 sera réouvert au second semestre de cette année? Second semestre de cette année 2024, il y a de fortes chances, sous réserve de la qualité des premiers dossiers déposés là et de l'enveloppe restante. On est sur une enveloppe relativement restreinte, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une republication certainement fin d'année, en sachant que sur le 1.3.1, c'est essentiellement tourné vers les établissements publics, voilà, pour répondre à la question qui vient d'être posée. Alors, je reprends le critère d'éligibilité. Les territoires éligibles, dans votre cas, c'est toujours que sur Mayotte. La structure doit avoir un numéro SIRET à Mayotte, même si c'est les filiales d'un groupe qui se situe ailleurs. Le type de projet éligible, on va vous décrire. Ensuite, l'éligibilité temporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos dossiers, vos projets, normalement, ne doivent pas avoir commencé avant que vous fassiez la demande, sauf si vous avez fait des lettres d'incitativité. Et vos lettres d'incitativité ne doivent pas être antérieures au 1er janvier 2021, date à laquelle a commencé la programmation, normalement. Donc, tout ce qui est après 2021 jusqu'à aujourd'hui, si vous avez déposé des lettres d'incitativité, ben, l'éligibilité de votre projet rentrera dans ça. Si vous n'avez pas fait de lettre d'incitativité, l'éligibilité temporelle commence au moment où vous déposez votre dossier. Ensuite, on va vous décrire dans le cahier des charges la nature des dépenses éligibles. Globalement, sur les appels à projets, notamment pour les entreprises, non, même pas uniquement. Globalement, les catégories de dépenses sont les suivantes. Investissement matériel, actif, corporel. La structure, la construction, les bâtiments, pas l'acquisition foncière. Attention, l'acquisition foncière n'est pas une dépense éligible. C'est simplement la construction du bâtiment. Ensuite, les investissements
matériel, d'aménagement, les investissements d'équipement, tout ce qui est des actifs incorporels et immatériels également sont éligibles. Il y a les études, les fameuses études que tout le monde demande. Les études sont, oui, éligibles, font partie des catégories des dépenses éligibles. Après, on va voir, sous réserve que vous respectiez une autre exigence, c'est à savoir de respecter la consultation de 3 entreprises pour avoir 3 devis. Dans les dépenses, donc on a les études, on a les actifs incorporels et corporels, actifs matériels et immatériels, les investissements d'infrastructures, et vous avez également les frais de... Non, je l'ai déjà dit, des études. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Alors attention, il y a toujours une question qui est posée sur les enjeux des frais de personnel. Les frais de personnel, notamment pour le FEDER. Pour le FSE, c'est encore une autre logique, on en parlera plus en détail au moment de l'appel à projet. Mais pour les appels à projet FEDER, quand on vous demande la dépense de personnel, c'est durant la période du projet et non pas après. Si vous recrutez quelqu'un pour mettre en œuvre le projet, ce n'est pas la période par laquelle c'est couvert. Quand on parle de frais de personnel, c'est pendant la réalisation des projets. Or, il y a quand même souvent peu de recrutement bon, pour faire de la construction. Donc, tous les projets de construction, généralement, soulèvent peu de ressources. Ce qui est certain, c'est que ne sont plus éligibles les fonctions support, c'est-à-dire le directeur de la société, la comptable, l'ARH, voilà, toutes les fonctions support de la société ne sont pas des dépenses éligibles de personnel. Désormais, seules les personnes recrutées et dédiées à 100% sur le projet peuvent se voir intégrer leurs frais de personnel pendant la durée du projet et pas après. D'accord? Sous une règle d'analyse d'option de coûts simplifiée. D'ailleurs, il est prévu que nous fassions un atelier là-dessus dans quelques semaines également pour vous expliquer comment ça fonctionne, puisqu'en fait, on va prendre le montant du frais de personnel et on va y appliquer un forfait. En fait, vous n'allez pas pouvoir tout inclure. Donc, tout ça est décrit dans les critères d'éligibilité. Ensuite, dans le point 4, on vous met le taux de soutien que le FEDER va donner. Ça peut aller jusqu'à 85%. Et je prends la peine de préciser que ces 85% ne sont pas automatiques. Il faut bien lire. Euh, pour l'investissement matériel, est-ce que le transport et les dédouanements sont pris en charge normalement? Non, ce n'est pas pris en charge. Il y avait à l'époque l'aide au fret qui était ouverte pour lequel le JP ne gère plus pour 21-27. Je reprends le PowerPoint en attendant pour pouvoir poursuivre ce que j'étais en train d'expliquer, à savoir la composition d'un texte d'appel à projet. Normalement, vous devez pouvoir voir désormais mon écran. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je ne sais pas, nous sommes donc en train de décortiquer l'organisation de la rédaction des appels à projets dans le cadre du FEDER pour 21-27 pour Mayotte. Donc, nous étions en train de voir les critères d'éligibilité, les dépenses éligibles, le taux de soutien. Par exemple, certains nous ont appelé de manière un peu étonnée, mais effectivement, les arbitrages des taux ne reviennent pas à nous, mais à l'autorité de gestion. Il y a eu pour le développement commercial des entreprises un taux de soutien à hauteur de 30% du FEDER, alors que sur l'axe 1.1, aujourd'hui, point 1 ou l'axe 1.3.3, les taux vont jusqu'à 85%. Donc oui, faites bien attention. Chaque appel à projet a son propre taux et vous cantonnez au taux qui est indiqué dans l'appel à projet et non pas uniquement dans la fiche action. Ensuite, on va vous indiquer dans le chapitre 5 qu'est-ce qu'on attend comme pièces. Alors généralement, les pièces sont disponibles également, c'est listé, les pièces à joindre, et également sur le site Internet, on vous a mis aussi certains documents qui sont téléchargeables. Globalement, qu'est-ce qu'on attend de vous dans ce sujet-là? On attend effectivement que vous puissiez nous mettre le formulaire de demande. Je vous rappelle que là, il faut répondre par Word, puisque vous ne déposez pas sur la plateforme, vous nous envoyez tout par mail. Et les modalités d'envoi se font par WeTransfer. Ça a très bien marché pour la sélection du 1.3.2 pour le développement commercial des entreprises. Nous avons reçu correctement l'ensemble des dossiers. Il y avait simplement un lien WeTransfer que le porteur de projet nous avait envoyé, que nous avons pu télécharger. Et donc, ça fonctionne très bien.
organisez, s'il vous plaît, vos dossiers, vous les nommez tels que on vous les a donnés dans le cadre de l'appel à projet. Alors, j'essaie de cliquer entre-temps pour répondre à une question. Alors, j'ai cru entendre que les investissements matériels roulants étaient exclus de la nouvelle programmation. Oui, je confirme. Alors, le matériel roulant, de manière générale, hein, flottant, navigant, volant, les véhicules sont exclus du financement par le FEDER et le FSE également. Oui, c'est confirmé. La seule exception qui peut y avoir, c'est uniquement si ce matériel roulant est central au développement du projet et qu'il est à 100% décarboné, donc à 100% électrique. Auquel cas, il peut y avoir effectivement un taux de soutien par rapport à cela, mais qui sera de toute façon plafonné au fameux 30%. Et en revanche, si on a de l'électrique, parce que c'est aujourd'hui la source qui est souvent utilisée en contrepartie pour les véhicules, ça sera surtout de l'aide à l'installation des bornes, ce genre de choses, en complément de l'aide de l'ADEME. Mais oui, l'investissement acheté aujourd'hui un véhicule n'est pas financé par le FEDER et ni l'UFSE. Donc ça, je vous le confirme. Ensuite, dans le contenu du dossier, voilà, je l'ai dit, il y a un certain nombre de documents, les indicateurs à remplir. C'est un document qu'on vous fournit. Attention, attention, dans un des documents qu'on vous demande, on vous demande une note de faisabilité technique, économique et financière de votre projet. Ce document, même si c'est vous, les porteurs de projet, que vous le remplissez, vous devez le faire valider par un tiers de confiance, par un professionnel. Que ça soit un cabinet d'accompagnement, soit votre expert comptable, soit un commissaire aux comptes, soit des cabinets en stratégie globale. Mais vous ne pouvez pas, vous tout seul, enfin, vous pouvez pas, si, vous pouvez remplir ce document, mais en tout cas, pour qu'il ait une validité à notre égard, il doit être certifié par un tiers de confiance professionnel. Pas l'avocat, mais plutôt le comptable ou pire ou des sociétés spécialisées dans tout ce qui est business plan. Pourquoi? Notamment surtout pour ceux qui sont nouvellement créés, qui n'ont pas forcément 3 ans de bilan. Il faut démontrer que votre projet, vous en avez, même si la capacité financière de préfinancement est donnée par la banque, cela ne permet pas de savoir votre capacité réelle à le rendre opérationnel selon le chiffre d'affaires que vous générez, selon vos cibles, selon le fonctionnement de votre entreprise. Et donc, ce document que vous nous faites, le business plan de votre projet, doit révéler la capacité de votre projet à s'insérer dans la dynamique de votre entreprise. Et ça, ce n'est pas à travers le courrier d'accord de préfinancement que l'on obtient. Du coup, c'est pour ça que l'on demande à ce que ça soit validé. Donc, c'est important que vous le sachiez parce que du coup, ça s'anticipe aussi dans les temps pour vous, pour réaliser l'ensemble des pièces de votre dossier. Parce que la différence qu'il va y avoir entre un guichet et un appel à projet, euh, alors le pourcentage, le taux de convention des véhicules électriques, aujourd'hui, bah, si c'était sur l'appel à projet développement des entreprises, selon la catégorie, c'était 30% FEDER, en sachant que généralement, en plus de cette aide FEDER, pour les entreprises, selon les achats, vous pouvez avoir de la défiscalisation potentielle qui peut monter jusqu'à hauteur de 30%, 35%. Donc, ça peut faire 35% de défiscalisation plus 30% de FEDER, ça vous fait monter jusqu'à hauteur de 65% pour les aides potentielles jouables. Voilà ce que je peux répondre à la question de M. Mohamed. Alors, ensuite, on vous rappelle dans le chapitre 3 de notre appel à projet, ben, quel est le calendrier. Vous avez une période pour répondre, plus ou moins 6 mois. Les conditions de recevabilité, bien évidemment. Le plus important, c'est qu'il faut que vos sociétés soient créées, il faut que vous soyez un numéro SIRET, il ne faut pas que ce soit une personne individuelle. Ça, c'est important. Les modalités de dépôt, je vous l'ai déjà dit, c'est par mail tout simplement à notre service, avec l'ensemble des pièces vérifiées bien par rapport à un guichet. Comme un appel à projet, c'est un peu comme un concours en réalité. Et donc, euh, on ne peut instruire votre dossier que tel que vous nous l'avez envoyé. Alors du coup, essayez de le donner le plus complet possible pour ne pas vous faire rendre irrecevable par manque de pièces. Voilà. La seule chose que l'on fait, c'est qu'une fois que l'ensemble des pièces est présente dans le dossier, à ce moment-là, on vous appelle pour compléter des pièces présentes. Par contre, s'il y a des pièces absentes, normalement, vous êtes déclaré recevable de manière automatique.
dans le cas d'appel à projet. Donc, faites bien attention à ça. Prenez le temps de bien vérifier avant le dépôt. Je vous explique, en plus, on vous rappelle après les procédures de présélection que je vous expliquais tout à l'heure, et la méthode et les critères de sélection. Alors là, c'est sur ce tableau-là, justement, dans l'appel à projet, vous le voyez très clairement, et c'est ce tableau qui sert de discussion dans le cadre du comité de sélection, où on reprend 4 familles de critères: qualité de votre projet au regard des objectifs du PO, qualité technique, capacité financière administrative, et puis qualité environnementale. Et on décline à travers ces 4 grandes priorités des sous-priorités pour voir si votre projet y répond ou pas. On vous attribue on vous attribue un certain nombre de points entre 0 et 2, avec ça va, oui, de 0 à 2. Ensuite, il y a un coefficient et ça vous attribue une note. Au fur et à mesure, ça calcule automatiquement. Si sur le volet, est-ce que votre projet respecte les règles de la norme plan climat, par exemple? Oui ou non? Alors, si on trouve que c'est oui, on peut mettre 2, le note maximum. Et selon le coefficient, ça vous fera une note. Et si on pas du tout, bah, ça sera 0 et ça ne mettra pas de points particuliers. Et à la fin, il y a un total qui se fait. Et pour que vous soyez déclaré recevable, en tout cas, il faut que vous ayez plus de 10 sur 20. Il faut avoir la moyenne pour passer. Après, donc, on vous décrit dans la procédure administrative la vie du projet, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. On vous rappelle les grandes étapes. Attention, une fois ça, vous allez déposer sur Synergie, blablabla. Et on vous met les contacts qui est le contact de notre pôle animation, pour lequel vous avez le droit de poser des questions par rapport à ça. La note de 10 sur 20 vous rend donc recevable. En revanche, il y a trois types de réponses que vous pouvez avoir à l'issue de ce comité de sélection dans le cadre de l'appel à projet. Un, avis favorable, vous avez une très bonne note, l'ensemble des pièces sont présentes et vraiment une forme de maturité. Donc, une fois qu'on vous a donné l'avis favorable, vous n'avez plus qu'à le saisir sur Synergie. Vous n'êtes pas en suspens d'un dernier document en attente, un permis de construire qui va arriver. Bon, cela, donc avis favorable. Vous pouvez être ajourné, donc là, ce n'est pas négatif, mais justement, on a dossier ajourné sous réserve que vous apportiez un certain nombre de compléments d'informations qu'on vous indique clairement dans le courrier. Et à ce moment-là, il faut prendre contact avec nous, le service animation, et on vous explique quels sont les points qui ont été un peu bloquants pour vous donner l'avis favorable ou défavorable selon l'enjeu. Donc, ajourné ou avis défavorable. Et dans tous les cas, l'avis défavorable est argumenté et circonstancié pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Je profite d'attirer votre attention, au vu des dossiers qu'on a reçus là, sur une chose que l'on a constatée, et je vous le rappelle parce que dans le cahier des charges, ce n'était peut-être pas clairement explicité, les SCI ne sont pas éligibles dans le cadre des appels à projets FEDER pour le développement commercial des entreprises. Donc, si vous avez des projets d'investissement de bâtiments avec une SCI, vous devez avoir une société d'exploitation à côté qui vous permettra de faire la demande. La SCI n'est pas éligible. Alors, il y a une question. Peut-on avoir une subvention pour un projet R&D, thèse ou doctorat ou master 2? Alors, pour un projet R&D, uniquement dans le cadre du 1.1.1, sur de l'investissement matériel, acheter, acquérir du matériel du R&D. Par contre, un projet de R&D nécessitant du temps passé, parce que qui dit doctorat ou thèse, le master 2, c'est du temps passé. Donc là, ce n'est pas du tout le FEDER qui finance ça. On n'est pas du tout dans cette problématique-là. Selon la catégorie de la personne, il faudrait qu'on voit sur le FSE, est-ce que si la personne est demandeur d'emploi et qu'elle veut reprendre les études, il peut y avoir un soutien par rapport à ça. Mais ce n'est pas le dispositif pour financer un projet de R&D. Si vous voulez avoir du FEDER dans le cadre d'un projet de R&D, c'est uniquement sur les dépenses d'investissement matériel pour un projet déjà pré-identifié et déterminé. Ensuite, donc là, j'ai détaillé un peu, de toute façon, ce PowerPoint est disponible sur le site internet. Je vous montre à quoi ça ressemble physiquement, à la base de la fiche action, les types de projets qui sont soutenus, hein, je vous l'avais dit. Alors, sachez qu'il y a la volonté, et on va rentrer en groupe de travail très prochainement, il y a la volonté de créer un groupe de travail pour faire un appel à projet spécial création d'entreprise.
puisque souvent, dans le cadre du développement commercial des entreprises, on attend à ce que l'entreprise ait au moins déjà 2 à 3 bilans, ce qui veut dire qu'il y a au moins 3 ans déjà d'existence, idéalement. Et souvent, on s'aperçoit que ben, les boîtes nouvellement créées n'ont pas de bilan. Pour l'instant, le palliatif que l'on a par rapport à ça, alors là, pour le coup, c'est un business plan extrêmement complet qui nous donne des indicateurs de prévisionnel, puisque étant nouvellement créé, on ne sait pas si ça va marcher, sur un prévisionnel extrêmement bien cadré qui permet de garantir les choses. Il est prévu, durant 2024, un appel à projet spécial création d'entreprise. Donc là, vous en serez informés à travers nos réseaux sociaux et notre newsletter dès qu'on aura un peu de visibilité par rapport à ça. Donc là, il est indiqué les types de projets, effectivement, dans l'appel à projet sur lesquels on peut aller. Euh, Vérifiez bien aussi dans les cibles, dans les porteurs, si vous êtes concerné par l'appel à projet. Faites attention, même si le titre vous paraît complètement juste sur ce que vous avez envie de faire, vérifiez que vous êtes bien une catégorie éligible sur la demande. Quand on dit les entreprises, PME en particulier, c'est là où j'attire votre attention sur que la SCI n'est pas considérée comme une structure commerciale et donc du coup, pas au sens européen, n'est pas éligible sur le FEDER. Uniquement sur Mayotte, là, bon, je vous montre tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est traduit comment dans le cahier des charges. La méthode, le point de 0 à 2 points pour chaque sous-critère, ça, je vous en ai parlé également. Donc là, ça va relativement plus vite. Et du coup, voilà comment ça ressemble, ce tableau que vous voyez. Donc, vous savez sur quoi vous allez être noté. Nombre de créations d'entreprises, type de survie, respect des principes transversaux, développement durable, égalité homme-femme, lutte contre la discrimination. Est-ce qu'il y a une dimension partenariale dans votre projet? Est-ce que le projet intervient dans la stratégie régionale d'innovation? Ce document vous est fourni avec l'appel à projet. C'est un document, un PDF, hein, téléchargeable sur mon site internet, mais qu'on envoie également aussi avec le formulaire de demande que vous pouvez lire, puisque du coup, ça vous décline et ça vous explique les 7 domaines d'intervention dans le cadre de la stratégie régionale d'innovation du territoire. Et donc là, c'est important. N'hésitez pas, si vous avez toujours des questions, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette session sur la partie fédéraire. Alors, vous voyez les critères relatifs aux exigences, capacité financière du projet. Alors, là-dessus, autant apporter des précisions. Nous attendons 2 choses de votre part sur la démonstration de la capacité financière du porteur de projet. Dans un des documents, vous avez le tableau de financement. C'est là que tout se joue, parce que finalement, c'est de l'argent que vous demandez. Dans ce tableau de plan de financement, vous avez la partie financement privé, financement public. Pour tous les porteurs qui relèvent de domaine de l'économie, c'est-à-dire les entreprises, vous savez que vous êtes soumis au régime d'aide d'État, on ne finance pas à 100% vos projets et on attend souvent le fameux ratio 85-15, les fameux 15% que vous devez apporter en autofinancement. L'autofinancement peut se composer de tout ce que vous voulez. Votre argent personnel, l'argent de l'entreprise ou la banque. C'est votre apport dans le projet. Mais en plus de cet apport, on vous demande la preuve de préfinancer l'ensemble de l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un projet d'1 million, vous allez avoir 2 preuves à nous apporter. Un, que sur les 1 million, vous allez pouvoir financer 15% par rapport à ça. Selon le papier que vous voulez, vous nous indiquez le montant dans autofinancement privé, il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas qu'il faut que vous nous apportiez la preuve de cela. Les attestations sous l'honneur des dirigeants des entreprises ne suffit pas. S'il n'y a simplement que l'attestation du dirigeant, il faut que ça soit corroboré avec le tampon du cabinet comptable. Et dans le cadre, donc vous devez donner la capacité de financement sur votre projet d'1 million, vos 15%, mais vous devez également nous apporter la preuve par un courrier. Généralement, ça va être pour la banque, que la banque va préfinancer l'opération sur les 1 million pour le coup, et pas vos 15% uniquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, la subvention européenne est attribuée sur remboursement. Donc, si vous avez une convention à la main,
on vous dit on va vous financer 1 million, mais que vous nous dites, comme c'est arrivé dans beaucoup de dossiers, oui, mais en fait, je n'ai pas l'argent pour dépenser. Et donc, je ne peux pas dépenser, vous envoyez la facture, on crée une impasse. Donc, pour réduire ces effets d'aubaine, hein, finalement, vous devez nous prouver que vous allez pouvoir, une fois qu'on vous donne la convention, vous allez avoir le financement, souvent qui est un financement bancaire, pour commencer à dépenser. Vous dépensez pour qu'on puisse vous rembourser. Ne créez pas l'impasse de vous dire, nous avons une convention à la main, mais on n'a pas la trésor pour faire l'opération et du coup, on ne peut pas se faire rembourser. Donc, une fois que c'est dit, ça paraît très évident, mais je vous assure qu'il y a un certain nombre de dossiers dans lesquels c'est le cas. Et là, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc, 2 preuves à nous apporter. Votre part, l'apport dans votre projet, plus la capacité de préfinancer l'ensemble de l'opération. Pour les entreprises, ça sera les banques. Pour les collectivités, toutes les personnes publiques présentes là dans l'atelier, sachez que l'AFD mène des ateliers, la capacité euh, de préfinancer les opérations. Alors, on a une question, est-ce que le porteur de projet privé doit apporter minimum 15% d'autofinancement? Oui, autant dire oui. C'est la configuration la classique la plus fiable. D'ailleurs, dans une des questions de notre grille d'analyse, on demande est-ce que le porteur contribue-t-il à sa part minimum d'autofinancement? Et si on reste dans cette logique que vous pourriez avoir jusqu'à 85% de financement public à travers du FEDER et du FSE, ben oui, les 15% restants sont la part que doit pouvoir apporter le porteur de projet. Cette part peut être composée de plein de choses. Alors attention avec l'effet d'aubaine de la défiscalisation. La défiscalisation n'est pas considérée dans la part de l'autofinancement. La défiscalisation est considérée dans le taux de l'aide publique, parce que la défisc, c'est de l'aide publique, hein, en fait, c'est de l'État. Donc, si vous avez 30% de FEDER et que vous avez 35% de défisc, vous êtes à 65%, vous êtes dans la fourchette. Donc, on est bon. Mais c'est du financement public. Donc, votre part des 15% doit être supplémentaire. La défiscalisation ne rentre pas dans la part d'autofinancement. Attention également, les notions d'acquisition de terrain, tout ce qui est le foncier. Souvent, on nous dit, oui, mais moi, j'apporte le terrain en valorisation. En fait, vous voulez valoriser le terrain. L'apport du terrain comme votre apport financier en autofinancement. Non, ce n'est pas possible également. La mise à disposition du terrain ou la valorisation de votre terrain ne sera pas considérée dans la part de l'autofinancement privé qui vous relève de 15%. Vous pouvez mettre une ligne en bas, hein, mise à disposition, il n'y a pas de souci, mais ça ne rentre pas dedans. D'autant plus que l'acquisition foncière n'est pas une dépense éligible au FEDER. Donc, c'est important. Voilà. En autofinancement, oui, mais non. En autofinancement, oui, mais normalement, la défiscalisation État a été précisée par la dette que c'est à mettre dans en autofinancement, oui, la défisc en autofinancement public et pas privé. Voilà. Donc, le mot en autofinancement, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans la ligne, il y a 2 lignes dans le tableau de plan de financement. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, je suis désolée. Mais du coup, je vois la question de Reka et si vous voulez, on pourra en faire une réunion de travail à ce sujet, de clarification. Nous avons également une réunion avec la dette à ce sujet la semaine prochaine. C'est l'État, c'est la défiscalisation, donc ça rentre dans la partie autofinancement public. En tout cas, ça ne peut pas être considéré comme l'apport que fait le porteur de projet qui relève de son autofinancement à hauteur de 15%. En revanche, pour les personnes publiques, les établissements publics ou les collectivités, la FCTVA, donc, elle rentre comme la partie de l'autofinancement que la collectivité peut apporter dans le plan de financement. Je parle toujours dans ce plan de financement. Donc, c'est les conseils que je peux vous donner effectivement à ce stade. Nous avons également, en plus de ce plan de financement qu'il faut remplir, n'oubliez pas pour les personnes publiques l'enjeu de la délibération ou le relevé de conclusion qui approuve le projet et le plan de financement. Souvent, ça peut prendre du temps que vous ayez de vos délibres. Anticipez bien cela sur la durée, parce que si vous vous positionnez dans le cadre d'un appel à projet et que vous avez la délibération après l'appel à projet, ça va vous rendre irrecevable. Donc, il faut bien anticiper cela. Pensez à envoyer vos RIB
Et puis aussi, soyez un peu plus précis dans le calendrier prévisionnel des travaux. Dans le formulaire de demande, il y a un moment, effectivement, un paragraphe qui marque description détaillée des actions. Donc, soyez un peu précis aussi là-dessus. Et après, il y a marqué phasage du projet. Il est libre, c'est un tableau libre. Vous mettez les années, la description de l'action et à peu près les montants que vous pourriez solliciter sur ces actions-là. Essayez d'être le plus précis possible, comme un diagramme de Gantt, sur la réalisation, surtout que ça relève des travaux. Alors attention, tout à l'heure, on a parlé des critères d'éligibilité temporelle. Je vous ai dit que ça ne va pas commencer avant le 1er janvier 2021, mais ça ne peut pas aller au-delà du 31 décembre 2027. La programmation réglementaire est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Donc, votre période de réalisation de votre projet, clôturée d'ailleurs, il doit aller jusqu'à cette période-là, 31 décembre 2027. Faites bien attention à ça. Nous avons également tout un enjeu sur les attestations de propriété. Également, il faut que il faut que vous apportiez la preuve de la maîtrise foncière. La maîtrise foncière, soit c'est un bail, soit oui, ben, c'est le titre de propriété. Et si c'est en cours, vous pouvez le prouver. Les permis de construire en attente, vous nous les précisez également. Si vous l'avez, vous mettez le numéro. Tout ça, ce sont ces niveaux d'information qui sont attendus. Si vous êtes dans le cas d'une défiscalisation complémentaire à votre demande FEDER, et donc vous avez la SCI, vous devez nous apporter la preuve que vous faites un bail à construction avec la société d'exploitation que vous avez créée, puisque c'est elle qui fera la demande de financement FEDER au final. Et nous devons avoir la preuve que le bail à construction a bien été réalisé entre votre SCI et votre société. Alors, ce sont des petits paramètres techniques que j'évoque avec vous aujourd'hui, mais je le dis parce que c'est des choses qu'on a constatées dans les dossiers et qui ont pu les rendre ajournés ou voire irrécevables. Donc, le but étant, à travers ces ateliers d'information, d'améliorer pour vous, vos projets, la qualité de vos réponses. Je le dis parce que ça demande un peu de temps d'anticipation, des fois, selon l'organisation, que vous puissiez être dans les temps par rapport à ça et vous organiser. Puisque si vous nous faites une lettre d'incitativité, par exemple, pour bloquer, vous vous dites, eh ben, je vais répondre au prochain appel à projet qui va sortir fin 2024, il faut que la lettre d'incitativité soit faite avec la bonne structure. Donc voilà, donc ça c'est important. Les pièces, voilà, à joindre. Donc, du coup, bien lire votre appel à projet et tous les documents pour bien le cibler au mieux. C'est vraiment les conseils que je peux donner de manière générique, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de nombre maximal de pages ou de mots. Hein. Vous mettez la quantité que vous voulez. Ça, on n'est pas contraint par rapport à ça. Et sur la plateforme Synergie, ensuite, par la suite, il n'y a pas vraiment plus de contraintes. Donc, n'hésitez pas. Alors, par contre, pour ceux qui ont des belles photos, des fois, vous avez des architectes qui vous font des très beaux dossiers, ça c'est très bien. Joignez-nous dans les pièces à joindre, en annexe, pièces complémentaires, le dossier du comptable, pas du comptable, de l'architecte, pour qu'on ait les photos, pour qu'on ait les vues. Mais dans le formulaire de demande, souvent, ça alourdit beaucoup le document pour pas grand-chose. Donc, n'hésitez pas à le laisser en annexe, c'est mieux pour l'organisation. Mettez-vous en fait à la place de celui qui va vous lire parce que vous, votre projet, vous l'avez en tête, c'est normal. Mais la personne qui vous lit, au bout de 3 minutes, généralement, le cerveau déconnecte. Donc, assurez-vous qu'en 3 minutes, on ait l'essentiel de votre projet. Il y a aussi un point qui est d'amélioration qui est attendu très fortement par les porteurs de manière générale dans la qualité de rédaction. C'est le petit paragraphe, la description de votre opération. La description de votre opération qui pourrait faire l'objet du texte officiel pour les publications par la suite. Soignez cette présentation. Parce qu'en fait, c'est là qu'est tout l'essence de votre projet. Et bien souvent, c'est dit de manière un peu maladroite ou pas assez de manière explicite, et c'est ce qui reste. Et c'est sur ça qu'on s'appuie pour faire la présentation. Quand on présente la liste des dossiers, on nous demande un récapitulatif du projet, on va repartir de ce que vous dites là. Et souvent, c'est pas très bien rédigé ou c'est même absent. Des fois, hein, vous nous dites construction d'un hangar pour du stockage de riz. Bon, la description est un peu light. Je prends un exemple, attention, hein, c'est pas une critique. C'est simplement, j'attire l'attention sur des points d'amélioration qui sont attendus par les porteurs de projet, parce que c'est à peu près global. Pareillement, sur les volets qui relèvent du développement durable, les priorités transversales.
égalité homme-femme, développement durable et non-discrimination, essayez de porter une attention particulière sur ces trois sujets, puisqu'en fait, ce sont des obligations réglementaires que vous devez respecter, et votre note aussi est fortement conditionnée par cela. Donc, si votre projet, de manière dédiée à 100%, ne couvre pas complètement ces thématiques, vous avez le droit de nous le dire, que c'est pas forcément, l'indicateur n'est pas forcément pertinent pour le projet, mais qu'en revanche, la structure a une démarche de respect du développement durable, soit par la signature d'une charte, par ce genre de choses. Donc, soignez la présentation de ces paragraphes qui est souvent très vite bâclée et pas très bien analysée, notamment sur la partie non-discrimination et égalité. C'est souvent un peu light et c'est dommage parce que du coup, vous perdez beaucoup de points par rapport à ça dans le dossier. Donc, il y a beaucoup de littérature sur le sujet sur Internet. N'hésitez pas à vous en inspirer simplement. On ne vous demande pas de réinventer l'eau chaude, clairement pas, mais de montrer que c'est bien organisé. Euh, alors, en fait, il y a un autre paragraphe également, j'ai oublié d'évoquer avec vous, c'est tous les critères d'éco-conditionnalité. C'est un nouveau paramètre aujourd'hui qui est intégré dans la programmation 21-27, hein, au titre du FEDER notamment. C'est la notion du développement durable dans l'absolu, sur tout ce qui relève notamment de la construction. Aujourd'hui, l'Union européenne ne veut financer que des projets vertueux. Et le développement durable, il y a déjà tellement de choses. Aujourd'hui, faire du recyclage de l'eau, c'est bien, mais on en attend beaucoup plus sur la gestion même de votre projet. Ça veut dire quoi? On va vous demander de nous décrire rapidement l'analyse du cycle de vie de votre projet. Vous allez nous dire, oui, je veux créer une station électrique pour la mobilité. Très bien. Ça veut dire que vous allez mettre des bornes et des voitures électriques. Quid des batteries? Quid du stockage? Quid de, une fois que les batteries sont mortes, comment c'est recyclé? Comment c'est fait? Donc, tout ça, c'est attendu dans le dossier. Et donc, c'est obligatoire, hein, ce n'est pas juste une option, vous devez nous le démontrer. Et il y a des points qui sont très fortement attendus dans votre note sur le dossier. Ça s'appelle les critères d'éco-conditionnalité. On a le paragraphe à l'intérieur également. Nous avons prévu avec l'ADEME le 2 février, donc dans 15 jours, de faire un atelier spécifique. Cette fois-ci, il sera en présentiel. Je suis désolée à Synghonie, mais on fera l'effort de se brancher également en Internet pour ceux qui ne sont pas présents de pouvoir le suivre. Mais nous allons aborder ces sujets-là sur l'intégration de l'aspect du développement durable dans les projets parce que c'est une attente très forte de la Commission européenne. Et sur la quantité des projets qui sont soumis, nous avons l'obligation de donner priorité, en tout cas, d'accorder une faveur très forte pour ceux qui respectent ces critères d'éco-conditionnalité. Aujourd'hui, les bâtiments doivent être faits de manière vertueuse sur la gestion de l'électricité, la gestion des ressources, même le bois. Est-ce que c'est du bois recyclé ou si c'est importé? Voilà, comment ça se passe. Tout ça, la gestion de l'eau. Alors là, vous connaissez un peu la problématique, surtout à Mayotte. Comment tous vos projets sont intègres pour améliorer l'intégration de ces enjeux de changement climatique. C'est extrêmement important et ça peut conditionner effectivement le reste. Alors, ça coupe dans 9 minutes, donc je me dépêche pour permettre à François de terminer et de clôturer. Donc, il n'empêche qu'une fois qu'on vous a dit ça, c'est vrai que l'appel à projet, c'est une opportunité pour réaliser une action nouvelle pour vous, bien évidemment, de compléter une action en cours aussi pour répondre à une problématique particulière. Donc, je répète les enjeux quand vous répondez à un appel à projet. On vous dit de ne pas commencer votre projet avant d'avoir fait une demande. La seule façon de contourner cela, c'est de mettre en place une lettre d'incitativité qui vous permet de poursuivre votre projet, même si la sortie des appels à projets sont tardives. Il y a eu du retard, il y a encore du retard, bien évidemment, sur un calendrier ferme et fixe et définitif sur la publication des prochains appels à projets. Aujourd'hui, nous, Pôle Animation, avons élaboré la rédaction des dossiers. Nous sommes en attente d'évaluation en espérant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en février, il va y avoir une réouverture de prochains sujets. Le site Internet est là pour vous apporter ces précisions. Donc, faites de la veille régulière sur les pistes, les appels à projets qui sont ouverts, effectivement. N'hésitez pas, nous, pour l'animation, à nous concerter, nous consulter, effectivement, sur le sujet. Et travaillez bien sur le plan de financement par rapport à vos besoins de financement, ces enjeux d'articulation entre la partie privée, la partie publique, en sachant que pour les entreprises, vous êtes soumis à ce plafond qui ne se financera pas de toute façon
à 100%, bien évidemment. Attention pour certains dossiers, sur certains projets, n'oubliez pas que vous avez également l'obligation des avis techniques de la DEAL et de l'ADEME sur certains sujets, des autorisations administratives à prévoir. Donc, anticipez également cela parce que ce sont des documents qu'on vous demande au moment où vous répondez à l'appel à projet. Donc, ça rajoute des fois du temps. Alors, quand on vous dit, ben, ça sera que fin 2024, l'appel à projet, vous dites, oh là là, c'est tard. Mais une fois que vous comprenez qu'en fait, entre-temps, vous avez un certain nombre de documents qu'il faut avoir, vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne sera pas si tard que ça. Et bien au contraire, ça vous laisse le temps de bien vous organiser, de bien répondre à toutes les problématiques. Parce que je répète, une fois que vous nous déposez, vous ne pouvez pas corriger le fond. Vous pouvez simplement apporter des précisions sur la base des documents que vous nous aurez fournis. Donc, c'est bien important de, voilà. Les obligations de publicité, d'archivage, de communication font partie, comme 2014-2020, bien évidemment. Sachez que notre guide de communication est actuellement en cours de révision, va être bientôt disponible également. Les cours réfléchis de l'Union européenne, il y a tout un sujet qui va être abordé là-dessus. Et je répète, nous avons prévu un atelier d'information sur justement le site internet du GIP et les obligations de communication qui seront menées par François. Merci pour votre écoute. Je laisse à François le soin de pouvoir clôturer. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions dans la zone. Bonjour, aurons-nous accès au PowerPoint, s'il vous plaît? Oui, ça va être téléchargé dans la rubrique ressources documentaires du site internet Europe à Mayotte, effectivement, où vous avez accès à cette présentation, comment répondre à un appel à projet FEDER, et il y aura par la suite comment répondre à un appel à projet FSE. Donc oui, ça sera disponible. Merci en tout cas pour votre écoute. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. François, la parole est à toi pour clôturer cette session. Merci Chantal pour cette présentation très très claire. Oui, je voulais vous dire que ce webinaire sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez la retrouver en intégralité, alors en deux parties, mais vous la retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube, ainsi que d'autres qui y sont déjà. Et je vous invite fortement à aller visiter notre nouveau site internet, dont on est quand même assez fier, je dois le dire, et ainsi que nous suivre régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn principalement, et afin que vous suiviez notre actualité, que vous soyez toujours au courant des nouveaux appels à projets notamment, mais que vous pourrez aussi retrouver sur le site, et des webinaires que nous organisons régulièrement. Donc le prochain, Chantal, tu as dit que c'était le 2 février en présentiel, donc à Tsingoni. Oui, Voilà. oui, à Tingoni, à 9 heures avec l'ADEME. L'ADEME sera notre partenaire sur cet le prochain atelier où nous allons parler des appels à projets autour de l'énergie renouvelable qui va bientôt sortir également. Donc l'ADEME sera présent pour participer. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on espère vous retrouver très Merci à nombreux tous et lors bon des prochains. week-end. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Merci. Au revoir. Bonne Bonne journée. journée à tous.